Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons donc aborder la géographie du blob, c'est-à-dire finalement la descente de notre créature sur des territoires réels qu'il va concrètement occuper. En effet, il faut bien dire que dans les premières séances, et surtout les deux premières, on a essentiellement parlé d'images qui sont restées dans les écrans des ordinateurs et qui n'en sont jamais sorties. Finalement, on était dans le cadre de représentation et il faut bien dire malgré tout que l'architecture gagne à quitter ce cadre pour véritablement trouver quelques réalisations. C'est-à-dire que visiblement, on va quand même changer de domaine, de médium, on va passer des images à de l'architecture construite. Ce qui implique un certain nombre de réflexions qui n'étaient pas forcément là au début. Comme par exemple la réflexion économique, sur laquelle je suis déjà un petit peu venu, mais qui s'impose dès lors qu'on veut réaliser des blobs, dès lors qu'on veut les construire. Par exemple, le rêve de petites maisons individuelles par Greg Lynn, les maisons embryologiques, se sont révélées rapidement, techniquement à peu près faisables, mais économiquement tout à fait infaisables. Pourquoi ? Parce que si les robots étaient capables de découper des pièces toutes différentes les unes des autres pour les assembler, il fallait, pour que ce soit rentable, qu'il y ait beaucoup de pièces. Et c'est un problème classique en architecture. Mies van der Rohe, quand il voulait faire ses poutres par la métallurgie américaine, avait strictement le même problème du nombre de pièces à commander pour qu'on veuille bien lui faire un modèle. Ce qui fait qu'en gros, le blob ne pourra être que de masse importante. Il ne pourra être véritablement économiquement faisable que si on construit un monument. Mais évidemment, quand on construit un monument, c'est la question économique elle-même qui change. On n'est plus à savoir si vous pouvez payer un monument ou non. Que vous ayez à payer votre maison, que vous ayez à vous abriter, va un peu de soi et relèverait, en principe, dans une société normale, de la nécessité. Mais un monument n'a rien de nécessaire. L'économie, à partir de là, ne peut pas se traduire uniquement en termes de faisabilité. Il faut qu'il y ait de la rentabilité. En fait, on considère souvent que l'architecture est le résultat de la puissance économique. Si vous êtes riche, vous pouvez faire de la belle architecture. Mais si vous l'intégrez véritablement dans le circuit économique, l'architecture est un investissement. Non seulement parce que vous y engagez de l'argent, mais parce que vous attendez bel et bien qu'il en revienne quelque chose. Dans votre affirmation symbolique, dans votre affirmation économique, dans l'image que vous allez donner de votre ville, il doit y avoir une efficace du blob. Ça, c'est le premier point, quelque chose dont on n'avait pas besoin tant qu'on était sur les écrans. La deuxième chose, c'est ce qui se passe dans la rencontre entre un territoire totalement virtuel, sans lieu, et le territoire réel, métamorphosé par l'informatique. Et là aussi, on a commencé à l'aborder. On pouvait imaginer que tout point étant reliable à tout autre point, le territoire était sans lieu, sans aspérité, etc. Mais on s'est rapidement rendu compte, au contraire, que certains îlots émergeaient dans ce que j'ai appelé la dernière fois l'océanisation du monde. D'accord ? Je ne reviens pas sur la dernière séance. Le monde devient un océan d'informations qui tente à éroder toute singularité du lieu. Et pendant ce temps-là, des îlots en réseau émergent, et on a vu la dernière fois que le blob pouvait trouver là une véritable efficace. Parce que d'une certaine manière, à dire le poisson, l'île, la matrice, il renforçait le caractère protecteur du lieu, c'est-à-dire qu'en gros, il le donnait à reconnaître. La population reconnaissait l'îlot, pouvait même être séduite par cet îlot comme nouvelle émergence de pouvoir. Et naturellement, à partir de là, l'architecture sert à quelque chose. Elle signifie quelque chose, non seulement en étant le reflet, mais en étant presque le mythe auquel nous finissons par croire. Alors, pour ce qui est de la manière dont le territoire se remodèle avec l'informatique, il faut quand même citer la trilogie essentielle de Manuel Castells sur la société en réseau, dont le premier volume paraît en 1994, donc juste avant l'année du blob, et Castells explique bien que le monde informatisé ne sera pas un monde plat, mais un monde avec des nœuds et des moyeux. C'est-à-dire, pour ce qui est
des nœuds, quelque chose où vous avez une condensation des informations, des décisions, des administrations. Et si cette thèse est rentrée tellement facilement dans, disons, le savoir courant, c'est parce qu'elle recoupait une autre thèse sur la ville globale de Saskia Sassen, qui présentait la ville globale non plus comme régnant sur sa périphérie proche, mais bien comme un nœud dans les réseaux d'informations, d'ordre, de capitaux et de techniques. Ce qui fait que le premier réflexe, si je dois travailler sur la géographie du blob, c'est d'imaginer une rencontre entre cette géographie informatisée et l'architecture produite par l'informatique. C'est-à-dire d'imaginer une rencontre, une sorte d'idylle entre la ville globale et le blob qui va la signifier, qui va en quelque sorte dire sa nouvelle essence d'îlot au milieu du réseau des informations, des capitaux et des techniques. Et de ce point de vue, il faut bien dire qu'on peut avoir quelque envie d'aller de ce côté-là en se dirigeant vers Londres. D'abord parce que c'est à Londres la première fois qu'est apparu The Blob. C'est un bâtiment qui est proposé par Future Systems en 1985 et il est posé sur Trafalgar Square. Donc c'est une sorte d'ovni qui descend sur Trafalgar Square pour remplacer un ancien bâtiment qui ne répond plus bien à ses fonctions et qui, d'une certaine manière, de manière provocante, dit Londres doit passer au stade ultérieur, elle doit entrer dans la modernité contemporaine sous peine de perdre véritablement ce qui a fait d'elle Londres. Alors le projet va horrifier un certain nombre de Londoniens, on est quand même sur Trafalgar Square, hein, et le prince Charles va à nouveau sortir une tirade anti-contemporaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que 15 ans plus tard, eh bien, la mairie de Londres ressemblera à ça. C'est-à-dire que Londres aura fait du blob le symbole même de son administration et de son pouvoir. Sous, cette fois-ci, l'ordinateur, non pas de Future System, mais de Sir Norman Foster, qui va, quant à lui, remodeler toute une partie de Londres. Alors, il est intéressant ce bâtiment, parce que si vous le voyez de côté, on voit une géométrie complexe, mais si vous le voyez de face, il garde une forte symétrie qui incarne bien la puissance de l'État. Et au milieu, vous avez cet escalier transparent, enfin une transparence qui donne sur un escalier en spirale absolument magnifique, hein, quand on y va, dans lequel la population londonienne qui a le droit de traverser le bâtiment et d'utiliser l'escalier, les touristes aussi, en fait jouissent de leur propre mouvement et se voient d'une spirale à l'autre, et on a là une mise en scène de la communauté de la ville dans le bâtiment, au cœur de la symétrie du pouvoir, d'un pouvoir qui se veut donc démocratique. Alors, je le disais, à l'époque, à Londres, on sent quand même un besoin d'arrondi nouveau, un besoin de figure de communauté. J'ai déjà cité la dernière fois le Millennium Dome de Rogers, hein, qui naturellement ne relève pas du tout du blob, mais qui impose une figure classique avec le dôme de la figure de la communauté. Pour revenir à Norman Foster, on a le Gherkin à Londres qui arrondit d'une certaine manière le building, c'est-à-dire qu'il a commencé à toucher à la représentation administrative de la ville, à la représentation de la city, et qu'il va toucher à un autre point stratégique de Londres exactement au même moment, avec le British Museum qu'il arrondit et qu'il protège à la fois avec une sorte de dôme remodelé par la complexité. On sent qu'il y avait là, comme je le disais tout à l'heure, une idylle possible pour une ville qui, autour de l'an 2000, est prise par le besoin de signifier une communauté à la fois réaffirmée et complexe, et passant par les nouveaux réseaux de l'informatique. Et naturellement, Foster avait pu se faire la main ailleurs, vous le savez tous, à Berlin, puisque c'est là qu'il teste son premier dôme incarnant la nation. C'est là qu'on a la première rampe où le peuple se regarde et regarde le Parlement, c'est-à-dire une figure démocratique. Mais c'est là aussi que se testait quelque chose de plus qu'à Londres.
Parce qu'à Londres, on avait, et j'y ai insisté, Sir Norman Foster qui construit Londres, c'est-à-dire une sorte d'architecte d'État. En gros, il représente pour Londres à l'époque ce que Kenzo Tange était pour le Tokyo des années 50-60, celui qui va vraiment fabriquer l'image de la capitale à laquelle il appartient nationalement. Or, ce qui se passe à Berlin, c'est que l'équation, elle est impossible. Au moment de la réunification, l'Europe aurait une peur folle d'un Berlin qui se reconstruirait de manière monumentale par des Allemands. Berlin ne peut vraiment signifier le retour d'une communauté unie qu'en faisant appel à des architectes venus du monde entier, c'est-à-dire qui ouvrent immédiatement cette communauté au réseau de la mondialisation. Et c'est bien pour ça que c'est un architecte anglais qui seul peut faire ce genre de coupole, d'ailleurs très contesté à l'époque comme symbole du pouvoir nouveau de Berlin sur l'Allemagne. Juste à côté, enfin pas loin, vous avez l'autre coupole, la version populaire. Hein. Là aussi, la nécessité pour la ville d'affirmer des figures de communauté, avec celle-ci, un architecte allemand mais américain depuis déjà un certain temps, Helmut Jahn, et qui trouve le coup de génie pour protéger tous ces cinémas, etc., de construire un volcan japonais pour quelque chose qui s'appellera le Sony Center. Donc vous avez un Américain qui fait une figure japonaise au cœur de l'Allemagne pour construire une communauté tout à fait inouïe, tout à fait mondialisée, au cœur de laquelle Berlin tient à tenir son rôle tout autant que Londres. Alors, naturellement, on n'est pas là au niveau du blob. C'est-à-dire qu'on est juste avant. Le Foster ne pouvait pas, si vous regardez les années 92, il ne pouvait pas vraiment faire un blob. Lui, il pourrait, mais il ne le fait pas. Et quand Foster va faire un blob, un véritable, avec une géométrie plus complexe, ce sera quelques années après à peine, dans la Free University de Berlin. Mais vous le voyez, ce bâtiment a quand même un problème majeur. Il est totalement encadré par les bâtiments classiques qui sont autour. Il est donc absolument invisible. Il est dans la périphérie de Berlin. Il ne va pas remodeler l'image de la ville. Et l'autre blob majeur qui descend à Berlin sans pouvoir remodeler l'image de la ville, c'est naturellement le crâne de cheval de Gehry, hein, qui est au milieu de la DZ Bank. La DZ Bank, elle est sur la Pariser Platz, c'est-à-dire sur la porte de Brandebourg. C'est vraiment le cœur du Berlin que nous connaissons, sauf que les millions de personnes qui passent par là ne devinent même pas qu'il y a ça au milieu. Et vous remarquerez qu'au-dessus, Gehry a construit une verrière qui, en fait, par satellite, est une baleine qui s'est posée en plein Berlin. C'est naturellement toutes les images qu'on a vues la dernière fois de poissons, d'îles dans l'océanisation du monde. Et là, on commence à voir un petit problème. Londres, finalement, est presque devenue une ville globale, une ville globale en quelque sorte. Berlin a raté son coup et avait des terrains à construire, donc avec quand même de la place pour faire venir des architectes étrangers qui pouvaient faire des figures très, très malines, mais très rapidement, on va se retrouver à la périphérie et on ne verra plus ce qui se passe. Il est quand même difficile d'impressionner l'image de villes qui ont un tel passé que les villes globales. Et ça va se vérifier en Europe. Si je prends par exemple l'exemple de Rome, avec le Parco della Musica, fait par Piano, autre architecte d'État. On revient à une figure plus classique que ce qui s'était passé à Berlin. C'est magnifique, ce sont des scarabées, des baleines, comme vous voudrez. Les Romains se réjouissent avec ça. C'est juste à côté d'un dôme plus classique, mais technologiquement très audacieux de Nervi. C'est à 100 mètres encore du Maxi de Zaha Hadid, donc quand même, on a fait venir des étrangers. Il y a un quartier qui visiblement se modernise, sauf que c'est un quartier très périphérique. Et que vraiment, ça n'a pas remodelé l'image de Rome. Deuxième architecte italien qui construit, alors là, un véritable blob qui vient d'être achevé, Massimiliano Fuxas, qui a construit un nuage
au cœur du centre de convention de Léour. C'est absolument magnifique, mais un, c'est à l'intérieur, donc ça se verra surtout la nuit. Deux, c'est à Léour, quartier particulier, marqué par son histoire fasciste, qu'on le veuille ou non. C'est pas loin non plus d'un très grand stade de Nervi, hein, c'est-à-dire la transformation de la coupole en blob est vraiment quelque chose d'intéressant. Et deuxièmement, c'est encore plus périphérique que l'autre quartier. On ne remodèle pas facilement le visage de Rome. Fuchsas avait fait un petit essai, et là vous voyez, c'est les photos qu'on trouve sur son site. Donc le lien blob-coupole, il est vraiment dans l'idée qu'on va manifester la nouvelle communauté, mais comment impacter, si j'ose dire, Rome avec une petite chose comme ça, c'est juste tout à fait impossible. Les grandes villes, finalement, vont résister au blob. Et si j'en reste à l'idée de ville globale, eh bien, et je prends les trois qui sont sur la couverture de Saskia Sassen, Londres, New York, Tokyo. Londres, ça a été notre grand espoir. New York, il n'y en a pas. Et Tokyo, on verra, il y en a un minuscule qui vraiment ne fait pas l'affaire. Il y a là un mariage raté entre la nouvelle architecture et les nouvelles grandes villes. Mariage raté si l'on imagine que l'architecture n'est jamais que l'expression de la puissance. Parce qu'après tout, ce mariage est peut-être raté pour de bonnes raisons. Peut-être parce que la puissance, justement, n'avait pas besoin extrêmement de ces figures-là. Si je reviens en effet au bâtiment par lequel tout a commencé, celui qui, le premier, exhibe l'informatique. On n'est pas dans du blob, il y a eu des dessins, ensuite testés informatiquement, etc. Mais en tout cas, on est au plus loin de la ville globale. On est à Bilbao, ville désindustrialisée, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on serait même au revers de la ville globale. La ville globale, je vous l'ai dit, s'est coupée de sa périphérie immédiate. Elle a pu tisser des réseaux avec le reste du monde, de telle sorte qu'elle a pu accompagner la désindustrialisation massive des villes européennes et le départ, qui avait déjà eu lieu, mais qui s'est encore accéléré, de l'industrie vers l'Asie notamment. Donc en quelque sorte, par rapport aux villes globales, Bilbao fait partie d'un autre réseau, c'est les villes qui ont souffert de la mondialisation, qui ont été écartées des réseaux. Et là, vous voyez l'intérêt immédiat d'envoyer un signal informatique aussi fort. C'est que vous réintégrez, symboliquement, mythiquement, la ville dans les réseaux dont elle a été exclue, dans les réseaux qui l'ont exclue du centre du monde. Et là, oui, on aurait quelque chose comme une véritable efficace. Avec, naturellement, le passage qui est proposé par Guéry de l'industrie lourde, puisqu'on avait là un chantier naval, hein, à quelque chose comme le monde de la culture, comme issue possible pour les villes désindustrialisées. C'est-à-dire que l'architecture, ici, elle est un bateau tout flasque qui est en train peut-être de s'effondrer. Elle a pris sur elle le désastre du chantier naval, mais elle invente aussi le bateau de l'océanisation, de la mondialisation, celui dont on va parler dans l'ensemble du monde et qui est animé, qui est fait par un architecte américain, qui est animé par une fondation américaine et qui est à 100 mètres de bâtiment construit par un japonais, Isozaki, hein. Vous avez, et puis d'université construite par un Portugais juste derrière également, vous avez une enclave globale qui se dit à la pointe de la modernité grâce à ça et qui re-rentre dans des réseaux qui l'avaient exclu du cours du monde. Alors, c'est intéressant parce que le premier grand projet de Greg Lynn, le premier endroit où il essaye de faire véritablement descendre quelque chose comme du blob, c'est à Cardiff, en 1994. C'est là d'ailleurs que toutes les agences en fait, qui tournent autour des ordinateurs vont se confronter. Hein. C'est un moment important pour cette école-ci. Et il est lui aussi sur un port désindustrialisé, là où on construisait des bateaux. Et j'en ai déjà un peu parlé, je vous le rappelle, il renverse les coques des bateaux, il les déforme et il crée une sorte de lieu culturel monstrueux, d'opéra monstrueux. C'est-à-dire qu'en gros, il suit la leçon de Guéry, stylistiquement, mais aussi économiquement, il retente à Cardiff le coup de Bilbao, l'effet
Bilbao, c'est-à-dire la transmutation depuis l'industrialisation vers l'industrie culturelle mondialisée et le tourisme. Alors ce projet-là ne va pas l'emporter. C'est Zaha Hadid qui gagne le concours, c'est un de ses premiers concours remportés. Elle ne va pas le faire parce qu'au bout de 2 ans, on va annuler ça, ça semble coûter trop cher, ça semble pas tout à fait faisable aux autorités de Cardiff qui ne sont quand même pas aussi audacieuses que celles de Bilbao. Et on revient à un bon gallois, Jonathan Adams, c'est-à-dire qu'on refait un pas en arrière vers la nation, vers ce qui rassure. On va mettre un beau vers de poésie gallois bien gravé, bien grand sur le bâtiment. Ça va donc être un opéra, quelque chose de national. Et puis, il va quand même se passer une chose, c'est stylistiquement l'arrondi d'une part, on n'est pas loin de toutes les baleines qui plongent dans la mer qu'on l'a vu la dernière fois, et puis il le couvre de métal. Et là, c'est assez amusant, c'est-à-dire que ce Gallois qui quand même a travaillé pour Will Alsop, donc a eu à gérer de l'audace architecturale, entend par le métal rappeler la place de la métallurgie dans l'économie du Pays de Galles du Sud. Donc en gros, il joue comme à Bilbao de l'industrie qui a précédé son bâtiment, mais surtout, il joue comme Bilbao. Parce qu'évidemment, recouvrir ça de plaques de métal, ça rappelle l'extraordinaire créature qui a surgi à Bilbao. C'est-à-dire qu'on fait du simili Bilbao. Greg Lynn aurait fait de la poursuite de Bilbao. On a peur que ça ne marche pas, que ça coûte trop cher. On fait donc quelque chose qui est un simulacre de Bilbao. Donc un simulacre de mythe. Ça commence à devenir compliqué, sauf que c'est un peu cheap à la fin, donc c'est pas sûr que ça va marcher. Mais on va voir qu'un certain nombre de villes ont tenté le simili. Ça fait partie, l'histoire du blob est finalement pleine de simili. Ce qui est certain, c'est que si on en reste à l'Angleterre, qui est quand même la première patrie du blob, on va avoir plusieurs cas de cette espèce où il va s'installer en pleine désindustrialisation, à commencer par celui-ci, peut-être le plus fameux d'entre eux, Birmingham. Je vous rappelle que Birmingham, c'est la ville de la construction automobile, c'est la ville de Rover, une économie totalement concentrée sur la production automobile, en crise dans les années 60-70, une perte entre 30 000 et 40 000 emplois pour la ville, rien que dans l'automobile, ce qui fait que dès les années 90, on est quand même amené à penser une revitalisation de la ville et une réorientation économique vers les affaires et le tourisme. Et il y a plusieurs réalisations qui n'ont pas laissé de grandes traces dans l'histoire de l'architecture. Et enfin, on arrive à ça. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est la différence d'aspect entre le City Hall de Foster, qui quand même retrouve de la symétrie, de la dignité, quelque chose comme une image d'État, et cette chose qui a gardé dans son aspect quelque chose du destin du site. Évidemment, vous pouvez le voir. Ça, c'est des interprétations faites par Madelon Vriesendorp dans le bouquin de Charles Yanks, The Iconic Building. Vous pouvez le voir comme très féminin, comme la mère qui vous accueille, mais malgré tout, il y a le monstre qui vous guette. Et le monstre, c'est le passé de la crise. Et les architectes eux-mêmes, pour commenter cette peau de 15 000 boucliers de métal, ont deux comparaisons. D'une part, la peau de serpent, et de l'autre, une robe Paco Rabanne. Si vous mélangez les deux, vous avez la plus grande crainte de l'humanité quand même, et à la fois sa plus grande séduction, qui sont là, dans un site qui a été ravagé par l'automobile, non pas qu'il y ait eu les usines automobiles à ce moment-là, mais on avait fait circuler une gigantesque autoroute qui avait détruit tout le centre-ville. Et en fait, le blob va protéger une partie du centre-ville des dégâts de l'automobile. Autre exemple, Gateshead, le blob de Foster. Alors on revient à quelque chose d'un peu plus harmonieux. Il est posé en plein là où il y avait l'industrie. C'est-à-dire que vraiment le passage de l'industrialisation lourde à l'invention culturelle se fait dans le lieu même. Le précédent, c'était des grands magasins. Alors vous allez me dire, la culture des grands magasins, bon, ça fait assez longtemps que les agences de voyage vendent des week-end shopping à Londres et ailleurs. Ça fait clairement partie de la circulation touristique que d'aller dans les grands magasins. Ici, c'est plutôt une salle de concert.
Donc, on s'y retrouve, hein, salle, musée, salle d'exposition à Bilbao, salle de concert, grand magasin, et en fait, ça va avec ça. On récupère une ancienne minoterie, on en fait un musée d'art contemporain, et là aussi, le lieu se transmute en valeur culturelle à même d'attirer les touristes et de l'argent pour faire vivre la ville. Vous voyez malgré tout la différence entre ce modèle-ci et ce modèle-ci. Dans celui-ci, vous installez de l'art dans quelque chose qui devient assez nostalgique. Là, vous inscrivez le destin culturel dans le futur, véritablement. C'est l'avenir de la ville. Alors, celui-ci est assez connu, celui-ci moins, à Glasgow, où vous avez le même modèle de requalification d'une zone portuaire par de l'architecture à vocation culturelle, Science Center. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt du simili-blob que du blob, mais ça tombe exactement au même endroit, ça tente le même effet sur une autre ville qui a souffert de la crise en Angleterre. Et ça affirme nettement ce qui pouvait vous avoir échappé à la diapositive d'avant, c'est le caractère totalement extraterrestre de ces productions-là. Elles ont beau être faites par des architectes anglais, elles disent quelque chose comme l'entrée du monde extérieur dans la ville. Et d'ailleurs, je vous conseille, ou plutôt je ne vous conseille pas, d'aller voir The Host, un film de 2013 absolument catastrophique, mais où le Sage de Norman Foster, que vous voyez ici, sert de piste d'atterrissage aux extraterrestres, qui descendent là dans des petites météorites et qui envahissent les âmes des humains pour les rendre tous semblables. C'est-à-dire le cauchemar de la mondialisation, alors même que le Sage essaye de transformer la mondialisation en chance. Pour ce qui est de l'Angleterre, malheureusement, ce projet-là n'a pas été fait. La quatrième grâce, en plus, c'est quand même magnifique, par Will Alsop à Liverpool. Mais on peut espérer que celui-ci, à Middlehaven, se réalise un jour, même si, entre le premier projet et ce qui tourne aujourd'hui, les formes se sont quand même largement simplifiées. En fait, si on cherchait une idylle, elle est plutôt entre les villes désindustrialisées et le blob. C'est là qu'il trouve son véritable emploi, c'est là que ça vaut la peine d'investir. Ce n'est pas que le coup de Bilbao va marcher à chaque fois, mais au moins vous tentez quelque chose dans une ville ruinée. Et d'ailleurs, la chose va très rapidement quitter l'Angleterre. Si vous allez en Hollande, alors ça c'est Amsterdam, vous avez des pseudo-blobs, des simili-trucs, hein. Mais le véritable blob, celui qui s'appelle The Blob, ça fait quand même plaisir qu'un architecte l'ait enfin appelé réellement par ce nom-ci, eh bien, il est à Eindhoven. C'est à nouveau Fuksas, qui non seulement l'a appelé The Blob, mais, pour nous faire plaisir, l'a comparé à une baleine qui émergerait du sol d'Eindhoven. On peut difficilement mieux dire l'océanisation du monde dans lequel est prise la ville, et ce sentiment de percée du sol a été renforcé par la place qui est juste à côté, qui est traversée par un espèce de tube tout à fait spectaculaire, alors même qu'en dessous, c'est un parking pour bicyclettes. Je veux dire, il y a vraiment un investissement symbolique très fort par rapport à ce qu'il y a en dessous. Et alors que le The Blob, c'est des magasins, c'est de la fripe en gros, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est relié de l'autre côté de la place à un très grand magasin quant à lui. Aussi grand que celui de Birmingham. Hein. Birmingham, c'est quand même 25 000 m² d'étalage ou quelque chose comme ça. Hein. Et puis surtout, ce que vous voyez sur la photo de droite, c'est l'usine Philips. Alors je dis l'usine Philips, mais en fait c'est absurde parce que tout Eindhoven est une usine Philips. Vous avez des usines Philips partout. C'est absolument stupéfiant. Ce qui fait que cette ville, quand Philips a été en crise, quand l'autre grosse activité, DAF, qui produisait des véhicules utilitaires, a été en crise, eh bien, elle a perdu quelque chose entre 40 000 et 60 000 emplois en 15 ans. Il y a une véritable crise industrielle ici aussi. Et ce qu'on a vu à Gateshead, eh bien, c'est la même chose. Vous avez le blob et vous avez le réemploi des usines, la requalification des usines en route ici,
Alors quand j'y étais, il y avait une rave party, donc on est quand même au début de la requalification, mais c'est quand même un lieu qui devient culturel. Et de fait, ici, c'est un peu plus éloigné donc de la rave party, mais dans l'immeuble qui est juste derrière là, c'est la suite de l'usine, on a installé dès 97, et il faut y prêter attention quand même, donc plutôt la Design Academy. C'est-à-dire qu'on est allé vers le culturel, mais remarquez-le, un culturel de production, pas seulement de visite d'objets importés. Et d'ailleurs, en 98, Philips, qui subit la crise de plein fouet, désigne de fonder également à Eindhoven un high-tech campus qui est plutôt périphérique, il n'est pas dans cet endroit-là, dans laquelle elle va concentrer toute sa recherche et développement, et le high-tech campus va progressivement s'émanciper de Philips. Et ça va devenir un haut lieu de la recherche sur toutes les nouvelles technologies. De telle sorte, par exemple, qu'en 2011, Eindhoven sera mentionné comme la city la plus smart au monde pour sa recherche, pour son investissement dans la recherche. Toute la zone autour d'Eindhoven a vu naître des partenariats publics-privés autour de la recherche. Et vous voyez à ce moment-là que le blob lui-même commence à prendre un sens un peu différent. Faut-il vraiment le ramener au tourisme des vêtements qui sont dedans et en face, tourisme d'achat, disons, ou faut-il le voir comme la figure même de la transmutation de l'industrie de la production d'objets vers, au contraire, la production de brevets, d'inventions, etc., dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui jouerait véritablement de l'architecture, évidemment, c'est la baleine qui dit la mondialisation, c'est l'architecte italien qui surgit en plein milieu de la ville totalement hollandaise, mais c'est aussi la technicité du bâtiment qui dit « cette ville est ancrée dans les nouvelles techniques ». Et de fait, il est moyennement comparable avec Bilbao parce qu'il arrive après tout ça. Il arrive quand le campus marche déjà très très bien. Donc celui-ci, on se demande s'il reflète ou s'il active. En fait, il fait certainement les deux à la fois. Cette ambiguïté entre la sphère dans laquelle le blob nous fait entrer, on la retrouve à Liège. Vous avez un blob coupé en rondelles de saucisson, en gros, hein, par Ron Arad. À l'intérieur, c'est comme ça, qui s'est substitué à des usines de pneus qui étaient très importantes. Il y avait 10 à 15 000 ouvriers quand même hein, dans ces usines-ci, et qui tentent de requalifier le lieu en le faisant entrer. Eh bien, vous voyez, c'est des petits restaurants, des commerces, du cinéma, la culture au sens très large, mais il y a aussi toute une part, pourquoi ça s'appelle Médiacité, d'endroits où viennent travailler les startups sur la programmation informatique, la 3D, etc. Et à partir de ce moment-là, la forme commandée à Ron Arad, qui relève tout autant du simili-blob que du blob, entre nous, hein, renvoie vers de la technicité plus que vers de l'art. C'est-à-dire que vous auriez deux voies d'échappatoire, soit vous passez dans le culturel, soit vous tentez l'aventure technologique un peu plus élevée. À savoir d'ailleurs si vous ne faites pas toujours les deux en même temps. Il y a là un nœud qu'il va nous falloir à un moment comprendre un peu mieux que cela. Alors juste à côté, il y a une patinoire olympique qui a une forme de baleine, donc moi ça m'amuse, mais c'est pas certain que ce soit un blob. D'ailleurs, si on doit rechercher un gros poisson à Liège, on sait où le trouver, pas de doute, hein, c'est la gare. On n'a pas beaucoup parlé d'hommes Raymanta à propos d'Abyss la dernière fois. On n'avait pas d'architecture Raymanta, ça manquait. On a là une gigantesque Raymanta qui ne relève pas exactement du blob, elle est fermée, elle est osseuse, etc., mais qui relève du prodige technologique évident et qui m'intéresse parce que ça veut dire que le principal monument de Liège, c'est sa gare. C'est-à-dire que le principal monument, c'est en fait ce qui vous inscrit dans les réseaux. C'est ce qui vous donne envie de descendre à Liège quand vous allez de France en Allemagne par le TGV. Mais c'est en fait, ça suffit. Et d'ailleurs, entre ce bâtiment-là et celui de droite, la Cité des Arts et des Sciences de Valencia,
Eh bien, en fait, c'est strictement la même chose. Parce que quand vous arrivez à Valencia, vous vous dites, bon, bah, c'est pas la gare, c'est une vraie cité des arts et des sciences. Et vous commencez à visiter la chose, et c'est atterrant. Il n'y a strictement rien à voir là-dedans. Soit vous avez la chance d'assister à un opéra dans l'opéra qu'on ne voit pas là, soit vous avez des films de type Géode qui sont catastrophiques, vous voyez les mêmes à la Villette, c'est vraiment pas la peine d'aller aussi loin. Et alors là, le petit musée des arts, des sciences et des techniques, il n'y aurait rien, ce serait 100 fois mieux. En fait, ces bâtiments ne sont que des inscriptions dans le réseau et des îlots dans le réseau. On les remplit parce qu'on pense qu'il faut mettre quelque chose. Mais de toute évidence, ça ne sert strictement à rien, c'est même plutôt du temps perdu. Remarquez naturellement que vous avez deux très beaux poissons d'un côté et de l'autre. Et puisqu'on en est aux poissons, alors regardez, ça c'est une publicité pour la Cité des Arts et des Sciences. Autour d'elle, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace, il n'y a plus de géographie, c'est même plus un îlot là, hein, c'est une planète dans l'espace infini, et cette planète, c'est de l'eau avec des bâtiments qui émergent eux-mêmes comme des îlots. On peut difficilement mieux dire ce qu'est devenu l'espace du blob. C'est un espace où on passe de blob en blob pour visiter, pour acheter, sans qu'il n'y ait plus d'autre géographie. Et donc, eh bien, on peut aller à Graz, par exemple, voir cet autre extraterrestre, le Friendly Alien, dont j'ai un petit peu parlé, et qui est d'autant plus alien que dans cette ville, qui est quand même classée à l'UNESCO, hein, il y a un patrimoine ancien très très beau, autrichien, a appelé un architecte anglais pour faire une figure qu'on dira soit extraterrestre, soit dinosaure, comme on le voudra, hein, qui est tout de suite apparue au milieu du plan qu'on donne aux touristes à la gare, et qui répond à Graz, capitale culturelle de l'Europe, c'est-à-dire un regard mondialisé sur la ville. Juste à côté, on a une très belle chose, une petite île renversée, un bol renversé comme ça et un autre comme ça, dû à Vito Acconci. Je vous ai montré un de ses dessins la dernière fois, totalement délirant. Eh bien, il a fait ce petit îlot ici. C'est donc un Américain cette fois-ci et pas un Anglais. Si vous allez à Budapest, vous avez une baleine faite par Osterhuis, dont on a tellement parlé dans les premières séances. Si vous allez à Abu Dhabi, vous avez une baleine faite par Asymptote. Alors Asymptote, c'est quand même une véritable agence, hein. C'est ceux qui ont imaginé, au tout début des années 90, de faire des environnements virtuels. Et on leur a commandé des environnements virtuels pour la bourse de New York, par exemple. Et puis, ils finissent comme ça, c'est un peu triste. Hein, vous avez ces deux immeubles d'une banalité un peu atterrante qui sont recouverts par une peau de baleine. C'est vraiment il reste plus que la peau du blob là, si j'ose dire. C'est vraiment dramatique de finir comme ça. À la limite, vous le voyez, le touriste n'ayant pas quand même une idée de goût forcément très relevée, le simili-blob fait très bien l'affaire. Alors alors juste à côté, je vous l'ai montré la dernière fois également, le gros poisson de Hadid. L'aéroport en queue de baleine, on peut quand même difficilement mieux dire, hein, l'océanisation du monde, le fait qu'il n'y a plus de terrain autour. Et puis, alors une étoile de mer, celle-ci je ne sais pas vraiment s'il faut la rentrer dedans, c'est une agence Benoît qui est absolument fascinante. On se demande si elle fait du mauvais blob ou si elle fait du bon simili-blob. Elle est exactement entre les deux. C'est toujours kitsch dans ce genre, hein. Alors l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est absolument déterritorialisé, puisque en dessous, vous visitez une Italie miniature, en plein Abu Dhabi. Hein. Donc ça, c'est quand même absolument magnifique comme expérience, j'imagine. Et puis, vous voyez, vous avez les voitures en dehors de toute gravité. C'est le motif, si vous vous en souvenez, qu'on avait vu dans le petit film de Zaha Hadid pour le musée de Changsha. Elle avait suspendu des automobiles, parce qu'elle ne savait pas du tout ce qu'il y aurait dans ce musée, il n'y aura certainement rien, et ce qui serait assez cohérent en fait. Et on commence à voir en fait des petites références. On a Cardiff qui renvoie à Bilbao, on a Changsha en Chine qui commence à renvoyer à Abu Dhabi. C'est-à-dire que toute cette idée de réseau
touristiques, c'est-à-dire toutes les villes entre lesquelles vous allez bagnoder dans les 10 années à venir, en quelque sorte. Eh bien, en fait, se traduit stylistiquement par des petits renvois dont on peut penser qu'ils sont maladroits, mais qui ne sont pas forcément maladroits parce qu'ils disent le réseau, parce qu'ils vous intègrent stylistiquement dans un réseau. Alors évidemment, c'est la carte d'Abu Dhabi qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé par satellite, mais c'est sublime. En haut, en rouge, vous avez le Ferrari World, qui donne sur un terrain de Formule 1. La baleine, c'est le Yas Marina qu'on voit là, qui enjambe le terrain de Formule 1. L'aéroport est là. Et là, ce petit truc vide, c'est Masdar. C'est la grande promesse écologique du siècle à venir avec notre Norman Foster qui, cette fois-ci, malgré tout, n'a rien construit. La seule chose qui émerge, il y a quelque chose qui fait interférence, ça va mieux. La seule chose qui émerge, c'est une coque. Bon, c'est quand même amusant. Mais que voulait faire Abu Dhabi? J'essaie de repérer là où il y a le moins d'interférences. Que voulait faire Abu Dhabi en mélangeant tout cela? Il y a une idée folle, hein, je veux dire, le circuit de Formule 1 juste à côté de la cité écologique du XXIe siècle, c'est totalement absurde. Mais ce qu'ils entendaient, et là je me réfère au livre paru chez B2, c'est un technopole. Ils entendaient développer à la fois le tourisme et l'industrie de pointe. C'est là qu'on se retrouve dans un cas qui est assez proche de Liège ou de Eindhoven. D'autant plus proche qu'en fait, on est strictement dans le même cas. Sauf que la ruine n'a pas encore eu lieu. Quel est le grand calcul d'Abu Dhabi? C'est que le pétrole, bientôt, sera insuffisant pour nourrir l'économie et qu'il faut donc parer à cette ruine future en inventant le passage au culturel. En gros, ils appliquent Bilbao sans être passés par la case du désastre individuel. Ce qui est une bonne idée, parce que pendant ce temps-là, vous avez beaucoup d'argent que vous pouvez investir dans toute cette infrastructure touristique. Alors, il faut quand même revenir un peu à de la carte. Hein, il y aura 3 étapes de carte. La première, c'est pour donc voir que quand même, l'Europe est, a priori, le premier empire du blob. Pour des raisons assez simples pour ce qui est de l'Afrique, c'est que les pays pauvres et pauvres technologiquement n'ont pas les moyens de développer cette architecture-ci, sauf à Rabat, où on est en train de construire un grand théâtre, un grand poisson. Alors celui-ci, il est très plaisant parce qu'il est à la fois le poisson, donc qui vous dit que vous avez de la mer tout autour de vous, et l'oasis qui vous dit que vous avez du désert autour de vous. Donc les deux figures complémentaires en une seule image, c'est pas mal. Pour le reste, pas grand-chose. Pas grand-chose non plus en Amérique du Sud. Même le Brésil, qui quand même avait réinventé l'idée de dôme pour signifier la communauté à Brasilia, ne s'est pas lancé dans cette aventure-là, alors qu'il y a quand même plus de moyens économiques qu'en Afrique. Et même le mondial au Brésil, sur 12 stades, on a seulement apporté 3 un petit peu matriciels, et franchement, qui ne resteront pas non plus dans l'histoire des stades. Ça ne prend pas, en fait, dans l'hémisphère sud. Il faut donc remonter vers l'hémisphère nord, vers le pays industrialisé par excellence, c'est-à-dire les États-Unis. Et là aussi, tout commence par une très belle idylle à Seattle, Frank Gehry, qui dessine l'expérience Music Project, regardez, en 95, c'est-à-dire alors que Bilbao n'est pas encore achevé. Et vraiment, on a l'impression qu'il a vu du Greg Lynn. C'est-à-dire qu'il est passé d'une figure encore reconnaissable à des choses totalement amorphes, totalement cassées, qui se jettent les unes sur les autres. Ce sera comparé à la guitare cassée de Jimi Hendrix par Gehry. Et ça répond assez bien à l'histoire de la ville. En effet, pour nous, Seattle est une ville qui quand même est assez prospère. Mais c'est d'abord la ville de Boeing. Là aussi, totalement concentrée sur une industrie qui est en crise dans les années 60-70. Et là, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent aussi en 10 ans. Qu'est-ce qui va
sauvé la ville en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait que Seattle n'est pas Détroit? C'est l'arrivée de l'industrie informatique. C'est Microsoft en 1979, c'est la téléphonie mobile, c'est Amazon qui s'installe là. Et en fait, Seattle est le cas d'une ville qui est réellement passée depuis l'industrie lourde vers les nouvelles technologies. Et à ce moment-là, le génie de Gehry, c'est vraiment de dire les deux moments de la ville. Il y a le moment de destruction du métal comme symbole de ce qui arrive à l'industrie lourde, et il y a l'invention des nouvelles technologies. Celui qui commande le bâtiment n'est autre que Paul Allen, c'est-à-dire le compère de Bill Gates dans la fondation de Microsoft. Et il entend faire un musée dans lequel il y aura une exposition sur le rock d'un côté et la science-fiction de l'autre. C'est-à-dire qu'il entend relier les deux choses qu'on a du mal à rapprocher pour l'instant. D'une part, la culture, le rock, de l'autre, l'inventivité scientifique. La créativité et l'inventivité scientifique de l'autre comme le destin de Seattle. C'est le moment de la musique grunge, Nirvana, etc., qui répond assez bien, disons, à l'aspect du bâtiment, c'est-à-dire qu'il se souvient du drame vécu par la ville. Donc tout commence magnifiquement aux États-Unis. Et puis, là aussi, l'idylle tourne mal. Greg Lynn, qui quand même est notre héros depuis le début, n'a pas de commande. Il ne fait rien, il fait une sorte d'église moins que 6 Millie Blob de l'autre côté de l'Hudson à New York. C'est un peu dramatique. Alors, on pouvait se dire quand même que les campus du Sud allaient répondre. Microsoft au nord avait fait cet énorme blob, le Sud allait pouvoir faire quelque chose. Et là, on est à Cupertino, pour le dire avec un accent un peu italien, c'est Norman Foster. C'est donc un des rois du blob qu'on appelle pour faire le campus Google. Vous êtes vraiment dans la vallée, vous êtes à quelques kilomètres de Palo Alto, dans la Silicon Valley. Mais il ne produira pas de blob. Il y a tous les schémas qu'on voit depuis le départ. C'est une île, qui vraiment, c'est un jardin protégé, un jardin défendu, il n'y a rien autour, il y a tellement rien autour qu'on voit des arbres partout sur l'image. Quand on voit la vue satellite, on se demande où ils vont les mettre, quand même. C'est vraiment une sorte de mythe d'espace protégé en dehors de toute ville, en dehors de toute proximité topographique, mais ce n'est pas du blob. Alors, est sorti l'année dernière ce dessin-là pour le campus Google. On s'est dit, le Sud va quand même égaler le Nord, c'est pas possible, il y a une compétition là entre les deux ponts technologiques. Vous voyez d'en haut que l'image, c'est pas tellement celle de l'île, c'est celle du cloud. C'est le cloud informatique, ce lieu où vous stockez vos images, vos textes, etc., et qui est en dehors de tout lieu. Donc c'est une image de déterritorialisation, c'est un Danois qui vient faire ça, big. Et puis on voyait en bas quelque chose qui pouvait ressembler à du presque blob, disons. Et puis, cette année, image corrigée, franchement, ça s'est gâté. Je dois dire qu'en haut à gauche, ça pourrait paraître un blob, mais là, c'est de la tente pédouine. Image de déterritorialisation, s'il en est, mais pas d'une technologie très avancée. Il n'y aura pas de beau blob dans la Silicon Valley. Apparemment, Seattle restera la machine orpheline du nord des États-Unis. Gehry construit beaucoup aux États-Unis, mais alors il travaille sur la fracture. Franchement, il ne fera plus d'images communautaires comme ça. Faut-il parler du musée Dali? C'est un peu pitoyable quand même. On va plutôt mentionner ça comme petit blob, tout petit blob à Chicago. Chicago, la ville moderne, la ville de Mies van der Rohe, sans qu'elle devrait quand même faire un pas en avant, qu'elle n'est pas assez liée aux nouvelles technologies. Et donc, elle fait venir ça de manière définitive par Anish Kapoor, c'est quand même un grand succès. Et puis, vous avez un pavillon temporaire de Zaha Hadid. C'est tout petit, ça ne peut pas marquer vraiment une ville. Alors, au cinéma, dans le fameux Batman vs Superman, vous avez vu, le Hadid a été agrandi. En gros, c'est ce que Chicago devrait être pour passer dans la modernité, mais ils ne le feront pas. Entre le tout petit Zaha Hadid et ce truc dont rêve Hollywood, il n'y a aucune mesure possible. Chicago restera
avec ses grands gratte-ciel. Bon, il y a un beau guéri quand même dans le Millennium Park, mais il ne se ferme pas sur lui-même pour autant. Et d'ailleurs, à Chicago devait atterrir le musée Star Wars. C'était une sorte de montagne un peu extraterrestre, pas MAD, et Chicago n'en a pas voulu. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de faire ça, ce dont tout le monde voudrait que ça advienne, enfin tout le monde, surtout moi certainement, mais en fait Chicago n'a pas libéré les terrains. Et les gens de Chicago disent non, mais ça va défigurer notre ville. Tu parles. MAD a donc descendu le projet de musée Star Wars, payé par George Lucas. Vous imaginez quand même, c'était de l'argent qui arrive à Chicago. Il faut vraiment que cette ville ait une certaine idée d'elle-même pour ne pas en vouloir. Et il a changé le projet, c'est plus une montagne, c'est clairement un vaisseau extraterrestre, et il va descendre soit à Los Angeles, soit à San Francisco. Le Sud a une dernière possibilité de se rattraper. Mais je vous ferai remarquer que ce bâtiment a deux, quelle que soit la formule d'ailleurs, a deux caractéristiques propres. D'une part, il est fait par un Chinois. Un Chinois qui a déjà fait des blobs magnifiques en Chine. Donc, c'est-à-dire que là, les États-Unis sont en train à la fois de tenter une nouvelle mondialisation et eux-mêmes ont du mal à faire des blobs. Alors que l'architecture américaine était censée quand même être capable de faire ça, notamment après Gregg-Lin et Gehry. Et deuxièmement, que ça représente l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que ça représente de l'univers fictionnel. En gros, vous mettez un bâtiment étrange pour dire un univers fictionnel. Vous n'entrez pas véritablement en dialogue avec la ville. Vous ne changez pas les modalités de figuration de la ville. Vous inscrivez de la représentation fictionnelle au centre, ce qui n'est pas très bon signe malgré tout. Les blobs n'ont pas forcément à être liés à de la science-fiction. On peut y vendre des robes comme à Birmingham. Et de fait, cette fictionnalisation du blob, cette irréalisation du blob, alors même qu'il pourrait enfin toucher terre, on la voyait d'une manière assez dramatique lors de la dernière Biennale de Venise. Alors vous avez tous entendu parler de la dernière Biennale de Venise, dirigée par Aravena, le front de l'architecture dans les pays en voie de développement, comment gérer l'afflux des populations vers les villes, et Gregg-Lin propose des blobs. C'est-à-dire se met totalement à contre-pied de la Biennale. Le pavillon américain était une chose très étonnante à voir, de ce point de vue-ci. Et où est-ce qu'il met ses blobs? Et là, c'est quand même un coup très fort de Gregg-Lin, qui a assimilé les 20 dernières années. Il les met à Détroit. La ville désindustrialisée, ruinée par excellence, et même, en fait, on ne voit pas très bien, mais il les pose sur les anciennes usines de Détroit. C'est-à-dire qu'en gros, là où le Sage de Gateshead, de Norman Foster, se posait à la place des usines, Gregg-Lin a une idée assez forte, c'est qu'il va le poser carrément sur l'usine. Vous rentriez, on vous passait des lunettes 3D, c'était génial, vous étiez à l'intérieur du bâtiment. Quelle belle illusion! Et les murs, les cartels aux murs, vous expliquaient qu'en fait, il n'y aurait qu'illusion parce que ces maquettes-là n'avaient aucune vocation à rentrer dans le réel. Il s'agissait de favoriser l'imagination architecturale. Il s'agissait, par de pures images, de rendre meilleure l'image de Détroit, de lui rendre un avenir par l'image et pas par l'architecture. Il y avait dans cette obstination de Gregg-Lin dans la Biennale d'Aravena quelque chose aussi de la désillusion. Seule l'image du blob pourra exister aux États-Unis. Peut-être parce que les États-Unis n'en ont pas besoin comme nos villes globales n'en avaient pas besoin. Peut-être parce que les États-Unis se pensent trop comme puissance, première puissance, et ne favorisent pas tout ce qui émergerait au-delà d'un ordre qu'ils pensent encore contrôler. Il y a là quelque chose à penser quand même sur le fait que les États-Unis se soient décalés de l'invention architecturale alors même qu'ils avaient promu tous les courants, y compris celui-ci, dans leurs universités. Il faut donc revenir en Europe de l'Ouest. Parce que plus on va à l'Est, plus le blob disparaît. Bon, ça c'est à Varsovie. Jon Gerd, c'est un grand architecte postmoderne, de choses postmodernes délirantes, de centres de loisirs. Pas forcément à son meilleur quand il blobise. À Budapest, il y avait la baleine d'Oosterhuis. Le projet de Zaha Hadid a été accepté par la municipalité dans une place minuscule par rapport à ce qu'on voit là,
mais n'a pas pris forme. Le magnifique comme projet de bibliothèque nationale pour Prague par Future Systems, donc c'est-à-dire ceux du blob de Trafalgar et ceux de Birmingham. Hein. C'est magnifique parce que quand même, des poissons, vous avez vu, il y en a partout. Une pieuvre, il y avait une originalité fameuse. Et disons que là, l'irruption de l'étranger se faisait par un hiatus stylistique vraiment irrémédiable. Les Pragois n'en ont pas voulu, quel malheur. C'était à 2 pas du château. Ça aurait vraiment fait de très beaux collages de paysages. Et là, si on passe encore à l'Est, plus rien. Pas de blob en Russie, ça ne les intéresse pas, les Russes. C'est une puissance à l'ancienne. Et même quand ils organisent le mondial, alors vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai montré les images du mondial du Qatar. C'est 2022, avec de très beaux stades. Les Russes, ils ont fait pareil. Il fallait qu'ils obtiennent le mondial. Donc ils ont montré quand même de beaux stades matriciels pour vendre leurs projets. En fait, la plupart ne sont que des réaménagements de stades anciens. Et plus les années avancent, plus en fait, ils se transforment vers l'image qui est en bas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas. Ils ont vendu une image extraordinaire d'inscription dans les réseaux, mais les Russes en ce moment, ils ne sont pas franchement dans ce type de réseau. Ils sont dans des réseaux beaucoup plus régionaux, beaucoup plus durs. Et le seul endroit où on est sûr qu'il y aura du blob pour le mondial, c'est certainement à Moscou. Ils vont quand même faire le stade amiral. Ils peuvent pas. Il sera fait par un Hollandais. Hein. C'est pas mal. Alors c'est marrant parce que c'est un blob posé sur de l'architecture néoclassique soviétique. Ça va être très, très sympathique là aussi comme collage urbain. Le seul endroit où on est sûr qu'il y aura quelque chose, c'est à Sotchi parce qu'il est déjà là. Hein, en 2014, quand même, pour les Jeux Olympiques d'hiver, ils ont fait un campus blob, voilà, de bon goût, disons. C'est pas mal. Hein. Ça ressemble à du blob. Alors, je ne suis pas sûr que vous sachiez où est Sotchi. Et c'est quand même très intéressant parce que Sotchi, tout le monde connaît Sotchi, c'est-à-dire que c'est rentré comme un lieu mondialisé, mais nous ne le situons pas géographiquement. Avant de travailler dessus, personnellement, je ne savais pas trop où le mettre. C'est-à-dire que c'est bien un îlot de la mondialisation, quelque chose qui existe en dehors de toute géographie, et qui pourtant a une place géographique importante. Parce que Sotchi, c'est là. Ce n'est pas du tout au centre de la Russie, hein. C'est carrément à la frontière avec la Géorgie. Et d'ailleurs, il faudrait regarder où sont les stades du mondial. La plupart sont aux frontières. Toutes les frontières contestées, il y a un beau stade du mondial dessus. C'est quelque chose de très russe, d'occupation du terrain. C'est même pas à Sotchi même, c'est à quelque chose comme 30 km au sud de la toute petite ville de Sotchi, vers la frontière. Donc on marque la frontière. Et quand je dis frontière avec la Géorgie, je suis quand même un occidental assez dégénéré, parce qu'en fait, c'est la frontière avec l'Abkhazie. C'est une petite république indépendante reconnue par la Russie et Vanuatu. Et 2 autres pays, je crois. Et en fait, quand je dis qu'il marque le territoire, eh bien, Sotchi, le concours est gagné en 2007. Et en 2008, vous avez une guerre entre la Russie et la Géorgie, qui est là, hein, pour le contrôle de l'Abkhazie. La Géorgie réclame l'Abkhazie sur son territoire, et la Russie est intervenue militairement pour protéger son indépendance, en fait, pour en faire un petit vassal à ses frontières, comme elle fait assez régulièrement sur toutes ses frontières. On s'est battu sur l'Abkhazie, sur l'Ossétie, juste après la décision de mettre Sotchi à cet endroit-là. Enfin, pas de mettre Sotchi, de placer les Jeux Olympiques à Sotchi. Et la réaction massive, elle a eu lieu, en fait, de l'autre côté. Parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de raison qu'eux construisent ça, qu'ils affirment cette prédominance régionale, et que nous, on reste sous cette menace russe perpétuelle. Et donc, les Géorgiens ont lancé un grand programme de construction à Tbilissi. Et ils ont demandé à Fouksas, parce que Fouksas, il fait ça très bien, il fait ça partout. Est-ce que c'est du blob, véritablement? C'est pas fermé, ça dit pas vraiment la communauté, ça dit une technicité architecturale assez évidente, hein, quand même.
c'est juste en dessous du palais présidentiel, c'est assez bien situé quand même. Et puis, on lui a demandé un autre bâtiment. Alors là, c'est du très, très simili-blob, c'est-à-dire qu'on a fait un bâtiment normal avec des sortes de couvertures, géométrie complexe. C'est toujours Fuksas qui a fait ça. Et puis, on a commandé en même temps. Donc, vous voyez, tout ça, c'est juste après la guerre perdue contre la Russie. Hein. Un petit pont, là aussi avec une belle géométrie. Et ce qu'il faut, c'est un regard d'ensemble sur la ville. Regardez. C'est assez incroyable. Le palais présidentiel est là, le Fuksas est là, le pont est là, le bâtiment administratif est là. Là, vous avez des ministères, l'administration, la culture, le pouvoir. On a créé un centre-ville moderne. Et par cette architecture, on a créé un centre-ville mondialisé, dans la mondialisation. Parce que c'était un architecte étranger qui venait le faire, parce que c'était des formes nettement mondialisées. C'est-à-dire qu'en gros, face à la menace régionale, on s'est inscrit dans des réseaux plus larges. Le blob ici a une fonction tout à fait différente. Et dans cette partie du monde, il a une fonction différente. Il inscrit la nation naissante dans des réseaux plus larges qu'une région qui lui fait peur. Et évidemment, là, on comprend mieux les jumelles de Fuksas. C'est pour voir au loin. Lui parle de périscope. Ça renvoie au lointain. Il faut absolument que Tbilissi dialogue avec le lointain pour échapper à son voisin légèrement envahissant, y compris au sens propre. Et juste à côté de la Géorgie, il y a l'Azerbaïdjan. Avec ce bâtiment que je vous ai montré la dernière fois, le poisson de l'océanisation. Eh bien, en Azerbaïdjan, on se dit strictement la même chose à partir de 2007, quand on voit arriver Sochi et tous les problèmes. On construit une capitale mondialisée. Et ce n'est pas le seul poisson. À côté, vous avez une sorte d'énorme baleine qui émerge. Alors, ce bâtiment, il est fantastique. Il est vendu par Koop Immelblau, qui a fait un double dégradé du centre de conférence de Dalian en Chine. Ils osent à peine le mettre sur leur site, tellement ils ont vendu un sous-brouillon du bâtiment en Chine avec des matériaux qui sont catastrophiques par rapport aux matériaux chinois. Sauf que ça, c'est une vision d'esthète. Qu'est-ce que vous dites quand vous faites un sous-brouillon de Dalian? Vous tissez du lien avec d'autres pays. Or, c'est ce que veulent faire ces capitales-ci. Elles veulent qu'on pense immédiatement à un ailleurs qui ne soit pas russe ou soviétique antérieurement. Et en fait, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, va se construire dans des sortes de pastiches mondialisés. C'est assez génial. Alors vous avez le pastiche du centre aquatique de Zahadi d'en haut, vous voyez c'est tout sur les poissons, hein. Et puis là vous avez Benoît, encore eux, qui font un pastiche. Alors c'est tellement un pastiche qu'on ne sait plus si c'est Valencia ou Sydney, ou si c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on dit à la fois la mondialisation, l'océanisation, et on trace des références à tout va. Et le dernier exemple dans cette région, c'est le Kazakhstan. Indépendant en 1991, c'est la dernière république indépendante au moment de la dislocation de l'Union soviétique, et alors le président, qui est là depuis l'époque, hein, il est toujours là, décide que le Kazakhstan doit devenir l'un des centres géographiques de l'Eurasie, futur centre de communication majeur de ce supercontinent, où les flux économiques, technologiques et informatiques se croiseront au XXIe siècle. Vous inventez l'Eurasie, c'est-à-dire que votre voisin gênant se retrouve pris dans un continent énorme et vous vous situez à la croisée des réseaux. L'architecture devra dire ça parce que c'est la seule qui le fera. Vous n'êtes pas de votre propre gré au cœur des réseaux. En fait, on va déplacer la capitale depuis Alma-Ata vers Astana et on va confier tout ça à celui qui sait faire les capitales, Foster. C'est Kurosawa qui fait le master plan, on a déjà parlé de Kurosawa pour Shenzhen, et Foster qui fait la plupart des bâtiments. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quelque chose de génial. Il fait des bâtiments d'un peu partout, des pyramides, des tentes nomades, le Capitole. Donc vous comprenez que c'est une terre à la croisée des régions, des territoires, etc. Et puis, au milieu, il vous faut quand même des signes de communauté. Et là, on commence à arrondir les choses. Alors, ce n'est pas tout à fait du blob pour la salle de concert. Hein, ça commence à y ressembler par la bibliothèque de Norman Foster en 2014. Et heureusement, Astana
et accueille l'exposition internationale en 2017. C'est le moment ou jamais. Elle a déjà fait des stades qui s'arrondissent, qui répondent à ceux de Sochi. On est loin quand même de Sochi, là. Et enfin, on va faire des vrais blobs. C'est-à-dire qu'on va devenir une capitale mondialisée dans les réseaux contre le voisin. Et là, quand on regarde par satellite, ça ressemble vraiment à ça. Ce n'est pas une entourloupe, ils ont construit des choses comme ça. Donc vous voyez, là, il y a une zone quand même en Asie centrale où le blob a un rôle politique tout à fait frappant de favoriser une géographie contre une autre et de permettre l'émergence de nations nouvelles. Si on retourne sur notre carte, on va vers la dernière étape, c'est-à-dire l'Asie. Vous avez vu qu'on s'est déplacé vers l'Est, mais c'est le mouvement naturel du blob. Et on va y retrouver finalement des caractéristiques assez frappantes, c'est-à-dire qu'on pourrait l'attendre au Japon, le pays le plus industrialisé, mais qu'en fait, on va le rencontrer plutôt en Corée et à Singapour. Au Japon, à Tokyo, il y a ça. Bon, c'est petit, c'est récent, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Les Japonais n'ont pas été intéressés par la chose, visiblement. Et pourtant, dans les années 90, ils sont les premiers à faire des stades très englobants en Asie. C'est eux qui inventent ce modèle-là qui va se déployer sur toute l'Asie. Mais ils l'inventent d'une manière assez étrange, parce qu'ils le placent, et ça se voit sur les photos, et ça se voit aussi sur satellite, toujours en périphérie de ville. Le bâtiment, en fait, ne fait pas ville, il ne crée pas une polarisation urbaine, et Ito et Hara, qui sont quand même de grands architectes, parleront même d'architecture de jardin, ce qui est assez étonnant pour des choses quand même de cette échelle. Pour eux, ça renvoie au jardin plus qu'à la ville proprement dite. Et d'ailleurs, le plus beau blob, mais qui n'en est pas un, c'est le théâtre gonflable d'Isozaki et Kapoor, après le Léviathan que vous avez certainement vu au Grand Palais à Paris. Il est là pour tourner dans les villes ravagées par le séisme de 2011. Donc il y a en quelque sorte, pour les Japonais, le blob et la ville, ça ne se rencontre pas. Ça ne va pas marcher. Et comme les États-Unis, on peut se demander si le fait qu'ils soient la puissance dominante implique une certaine négligence à se renouveler et à s'inscrire dans des réseaux qu'on pense dominer. En tout cas, si vous voulez du blob, il vaut mieux aller en Corée, où vous avez des stades qui perfectionnent les stades japonais, c'est-à-dire qui les complexifient en quelque sorte pour leur géométrie, mais qui sont en ville pour la plupart, et qui en plus s'accommodent de bâtiments culturels. Alors là, c'est plus un poisson, c'est une île artificielle, c'est 3 îles artificielles avec des simili-blobs très englobants, et c'est des salles d'exposition. Ailleurs, c'est un studio d'enregistrement à Digital City. Donc, vous voyez, on retrouve le binaire culture, technicité qu'on avait déjà rencontré. Et puis surtout, Séoul vient d'accueillir, ça fait déjà quelques années, le Dongdaemun Design Plaza de Zaha Hadid, qui est un des derniers grands projets réalisés de Zaha Hadid, qui accueille pour sa part du design. Et si je regarde Séoul par satellite, vous voyez, j'ai tous ces petits points-là. Alors, ils sont trop éloignés les uns des autres pour faire paysage, mais on voit qu'on a essayé quand même de mettre des points de repère dans la ville. Et même les petites villes coréennes peuvent avoir des choses assez sympathiques. Asymptote, qui avait fait cette baleine un peu dramatique à Abu Dhabi, est quand même un peu plus performante dans la ville de Daegu. Et puis vous avez les XTU qu'on recevra dans 2 semaines, qui ont fait ça dans une toute petite ville au nord de Séoul, un musée de la préhistoire, qui en fait est totalement tourné vers l'avenir. C'est quelque chose comme 2001, la rencontre des singes et du vaisseau spatial. D'ailleurs, c'est une des références de XTU. Donc la Corée, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Et l'autre endroit où il y a tout ce qu'il faut, c'est Singapour. Singapour a son stade national qui reprend le modèle des stades japonais, même si ça n'est pas vraiment un blob. Elle a le théâtre commandé un architecte étranger. Singapour est entièrement mondialisé, alors là, beaucoup plus encore que la Corée. Et puis, vous avez les magnifiques serres de Wilkinson Air, que vous voyez là, et je rajouterai volontiers de Moshe Safdie, la fleur de lotus. Alors c'est un anti-blob parce qu'il est renversé, il n'est pas comme ça, mais évidemment ça rentre très bien avec l'englobement bouddhique dans la sagesse, etc. Et surtout, si je place toutes les figures que je vous ai montrées sur une carte, j'obtiens ça.
C'est-à-dire que contrairement à Séoul, on ne les a pas disséminés dans la ville, on les a mis tout du long là, et on a créé un paysage. Ils ont une visibilité maximum, ils ont une co-visibilité importante, ce qui fait que vous avez créé une image de ville. Comme ce qu'on a fait en Asie centrale. Et vous avez créé une image de ville contemporaine. Alors évidemment, vous le voyez, il s'agit d'aller voir les dragons. C'est-à-dire ces pays qui ont commencé à s'industrialiser à partir des années 60 et qui, au moment des années 90, dominent les nouvelles technologies et sont considérés comme des pays développés à l'échelle de l'Europe ou des États-Unis. Si vous allez voir les tigres, c'est-à-dire ceux qui commencent leur industrialisation dans les années 80, à part la Malaisie, qui a un statut particulier, qui a des débuts de blob assez prometteurs, les autres, franchement, vous ne risquez pas de trouver du blob là-bas. C'est-à-dire que le blob accompagne quelque chose comme un devenir technologique de l'économie. Je vous rappelle la fameuse théorie du vol des oies sauvages, je ne sais pas à quel point elle est fameuse, qui est censée expliquer le développement des pays de l'Asie, de l'Extrême-Orient, où on a des pays qui d'abord favorisent une industrialisation lourde, puis qui ensuite passent à un degré de technicité plus fort avec une valeur ajoutée importante, et pendant ce temps-là, les pays voisins récupèrent l'industrie lourde. Les tigres récupèrent l'industrie lourde que faisaient les dragons auparavant. Donc en quelque sorte, le blob vient marquer votre passage de tigre à dragon. Vous faites partie d'une véritable économie de la valeur ajoutée et des nouvelles technologies. Remarquez qu'on pourrait lire la chose de manière tout à fait inverse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a établi des usines chez vous, vos ouvriers commencent à se syndiquer, à demander des salaires un peu plus élevés, ils deviennent trop chers, on va donc déplacer les usines vers les tigres, parce que là, il y a du monde, ils ne sont pas formés, mais ce n'est pas grave, on n'en a pas besoin pour ce qu'on veut leur faire, et vous avez donc intérêt à courir après les nouvelles techniques pour vous renouveler. À ce moment-là, vous êtes obligé de catalyser le passage à la seconde phase, vous êtes obligé de l'aider. Et ce sont souvent des économies très dirigistes dont on parle là. Vous êtes obligé de former une partie de la population qui, a priori, n'existe pas dans la première phase de développement, c'est-à-dire une partie de la population qui sont des ingénieurs, des inventeurs, des chercheurs, capables de faire fonctionner sur place toute cette machinerie nouvelle. Et là, on rencontre le Superman de la théorie architecturale, Richard Florida, qui a théorisé la classe créative. Et vous allez voir que tous nos problèmes se résolvent avec Florida. C'est assez magnifique, parce que qu'est-ce que la classe créative ? Ça n'existe pas en sociologie classique. C'est une classe qui comprend les artistes, les ingénieurs, les chercheurs, les savants, tout ce qui invente dans tous les domaines. Et Richard Florida dit, c'est cette classe-là qui fait avancer nos économies contemporaines. C'est celle-ci qu'il faut favoriser à tout prix, que vous devez former pour passer de tigre à dragon, et que vous devez retenir une fois que vous les avez formés, parce que la seconde grande théorie de Florida, c'est que ces gens-là peuvent bouger très vite. Ils peuvent aller de ville en ville sans difficulté, ils ont des compétences telles qu'ils peuvent même être employés par d'autres pays s'il le faut, ils n'ont aucune raison de rester chez vous. Il faut donc que vous leur construisiez un contexte plaisant, un contexte attractif. Et c'est là que Florida passe d'une thèse de sociologie plus que discutable à une thèse sur les villes plus que discutée. Il faut faire des villes créatives pour attirer ces gens-là, au moins pour les retenir. Alors évidemment, Florida, en France, n'est pas traduit, aucun de ses livres n'est traduit. Le commenter, c'est quand même descendre très très bas dans la théorie, ça n'est pas sérieux, sauf que Richard Florida n'est pas quelqu'un qui fait des conférences pour la Cité de l'Architecture ou autre. C'est quelqu'un qui a monté une boîte de conseil, dont la moindre conférence vaut un prix fou et qui est consulté par toutes les villes du monde qui lui demandent ce qu'elles doivent faire pour leur aménagement. C'est-à-dire qu'elles ont cru à sa théorie.
On peut discuter de savoir si la théorie est vraie. En tout cas, elle a eu une efficace redoutable parce que tous les responsables politiques y ont cru. Et qu'ils se sont dit comment bâtir une ville créative. Florida a dit une ville créative, c'est une ville qui offre de la culture, qui a un quartier gay. C'est intéressant, hein, ça fait partie du cahier des charges, c'est-à-dire que vous montrez que vous êtes libéral sur les mœurs, qui n'a pas de racisme, etc. Ça, c'est compliqué. Hein. Vous ne pouvez pas inventer des mœurs rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire l'image de la ville créative. C'est-à-dire que vous pouvez la peupler de bâtiments créatifs qui renvoient à la fois à l'art et à la nouvelle technologie. Et vous voyez que de ce point de vue, notre balancement, est-ce que c'est de la culture, est-ce que c'est de la nouvelle technologie? En fait, dès le départ, c'est intégré par les décideurs. Ça fait partie de ce qu'ils veulent faire, la ville créative. Le blob est idéal pour faire de la ville créative. Et quand je dis ville créative, puisque vous l'avez compris, le grand truc de Florida, c'est de passer de la classe créative à la ville créative, ben, ce n'est pas un mot en l'air. Par exemple, l'UNESCO décrète qu'il y a des villes créatives. Alors vous pouvez être créatif pour votre cuisine, c'est pas mal. Vous pouvez être créatif pour votre artisanat local, c'est pas mal. Vous pouvez être créatif pour votre design. Et là, vous rejoignez Séoul. Et qu'est-ce qu'on met pour emblématiser la ville créative? Le Dongdaemun Design Plaza. Et on vous dit, c'est marqué là, hein, en particulier, le Dongdaemun Design Plaza, conçu par Zaha Hadid, a été créé comme un pôle culturel au centre de l'arrondissement le plus ancien et le plus fréquenté de Séoul. Cette méga infrastructure dédiée au design et aux industries créatives, on a encore déplacé l'adjectif, hein, a revitalisé l'économie du district. Moi, je pensais que ça exprimait le passage au dragon, mais l'UNESCO, qui est quand même une maison assez sérieuse, pense que ça revitalise, c'est-à-dire que ça entraîne le mouvement, que c'est un bon investissement qui va vous rapporter. Alors Séoul, c'est peut-être une anecdote, mais en fait, ça marche aussi pour Singapour. Elle est ville créative design. Et alors en haut, on met un hôtel design, mais en bas, c'est coupé, hein, ça continue, vous avez 3 images, dont une, naturellement, du théâtre Esplanade. Vous avez Bilbao, naturellement, dont on vante l'industrie du jeu vidéo. Vous avez Graz, c'est le Johannes Museum, mais sur 3 photos en bas, vous en avez 2 du Friendly Alien. Les bâtiments font la ville créative. Ils la constituent. Et vous avez Shenzhen. Enfin, on arrive en Chine. Zut, pas de bâtiment iconique pour Shenzhen, sur la page UNESCO. C'est juste une erreur de mise à jour. Parce que naturellement que Shenzhen a construit son musée du design Blob. Ils ont constitué la ville du design et qu'ils viennent d'ouvrir le musée d'art contemporain qui est centré sur un blob nuage réfléchissant, un magnifique Kopimmelblau. Et là, si vous pensez à ma petite histoire animalière entre les tigres et les dragons, vous pouvez vous demander où est la Chine, parce que c'est quand même une des grandes discussions économiques. Et la Chine là-dedans. Les dragons commencent dans les années 80. Et la Chine, ça commence avec l'ouverture des zones économiques spéciales, c'est-à-dire 78 et les années 80. Elle n'est pas comparable dans son développement à la Corée et à Singapour. Ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de construire cette architecture-ci, digne de l'architecture coréenne, voire supérieure, plus attractive, plus créative, s'ils ne sont pas censés être au même point ? Alors vous pouvez dire, naturellement, ils ont une main-d'œuvre plus forte, ils ont de la formation extraordinaire. Je pense que la formation coréenne est parfaite. Est-ce que ça ne serait pas qu'ils sont en train de tenter le destin ? De jouer la catalyse, c'est-à-dire de jouer l'effet Bilbao, mais pas vers le culturel, vers la nouvelle technologie. Et on va finir
par le bâtiment sur lequel on a fini la dernière fois déjà et qu'on va revoir différemment. Vous vous souvenez, c'est un dessin de Zaha Hadid pour un centre d'art contemporain à Chengdu en 2007. Et en fait, il est totalement pris dans les déplacements des nouvelles technologies. En 2005, vous avez les premières usines Intel qui viennent s'installer à Chengdu. Elles viennent de Shanghai, où les ouvriers sont devenus trop chers. On était d'abord aux États-Unis, on est passé à Shanghai pour des ouvriers moins chers, et quand c'est devenu trop cher, on est passé à l'intérieur de la Chine. En 2009, toutes les usines Intel ont été déplacées depuis Shanghai vers Chengdu. Et entre les deux, on a fait un grand concours pour ça. Qu'est-ce qu'on a tenté de faire, en gros? De catalyser la chose. De faire qu'on ne construise pas seulement des usines dans lesquelles il y aura des ouvriers pas forcément bien formés qui vont emboutir des pièces, mais de profiter de l'arrivée d'Intel pour développer le plus possible le second étage, la maîtrise des nouvelles technologies. Et vous vous souvenez de ce qu'il y a en face? C'est le film que j'ai projeté la dernière fois où ils émergent de l'océan mondialisé. Vous avez le centre d'art contemporain, et en face, vous avez un bâtiment très étrange, le plus grand au monde, le plus vaste, hein. C'est plus grand que le Pentagone, c'est ce qu'on demande tout le temps, qui a un centre de loisirs, une gigantesque plage artificielle, des hôtels et des salles de réunion pour les hommes d'affaires. C'est un centre de convention pour les hommes d'affaires qui intègre la dimension loisirs et qui était censé intégrer la dimension culturelle, même si le bâtiment n'est pas tombé. C'est-à-dire qu'en gros, on a promis par l'image, celui-ci est maintenant réalisé, hein, il a été terminé l'année dernière, celui-ci n'existe pas, on a promis par l'image une ville créative. On a tendu à propulser le mouvement de l'avant, à le tirer de l'avant avant qu'il ne reparte. Parce que les gens de Chengdu ne sont pas fous du tout. Ils ont bien vu que les usines Intel étaient passées par Shanghai avant de venir chez eux et qu'elles repartiraient peut-être vers la Birmanie ou les Philippines si jamais leurs ouvriers devenaient trop chers. Il faut bien qu'ils accélèrent le moment de transition. Alors la thèse, c'est une thèse, c'est difficile à vérifier, c'est que l'architecture est un investissement qui travaille à accélérer ça. Elle est un pari. Il n'est pas certain que ça va fonctionner, mais pourquoi pas? Et là, c'est un pari à la Greg Lynn, parce qu'en plus, il n'y a qu'une image qui a fonctionné comme image, comme promesse, qui n'a même pas abouti. Mais c'est vrai, et on y reviendra la prochaine fois, que ça correspond assez bien à l'image d'un certain nombre de paysages chinois dont on ne sait pas dans quel état ils sont. S'ils vont être remplis, s'ils sont déjà abandonnés avant d'être finis, s'ils expriment la richesse, s'ils l'attendent alors même qu'elle n'est pas arrivée. Il y a un grand pari qui se mène en Chine et qui se mène autour du globe. Parce que là, ce n'est pas le Japon, ce n'est pas la Corée, ce n'est pas Singapour. Vous ne pouvez pas être une ville chinoise respectable si vous n'avez pas un gros blob. Vous devez vous imposer dans les nouveaux réseaux comme ça, et elles ont toutes lancé des chantiers inimaginables de blobs, de simili-blobs, de sous-blobs, de faux blobs, évidemment. De ce point de vue, vous le voyez, cette géographie se terminera la prochaine fois avec la Chine et des images rapportées donc par mon camarade Georges du double voyage fait dans la Chine du Nord et dans la Chine du Sud. Et sur ce, je vous remercie.